Le coup tordu ici, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le coup tordu, le podcast des passionnés pour les passionnés en plein hiver, et on continue d'enchaîner les interviews et c'est ce qu'on aime. Dans l'épisode précédent, nous étions avec Quentin Bézat qui vous a expliqué comment in extremis il a réussi à récupérer un contrat en pro team pour 2025 dans la team Bingo, la Philippe Wagner-Bazin. Dans l'épisode d'avant, nous étions avec notre sprinter préféré, avec Pierre Barbier. Alors là, j'ai envie de dire, c'est déjà Noël dans le coup tordu. Voilà, simplement 28e du dernier Tour de France. Il nous fait le plaisir d'être avec nous, d'être avec vous dans le coup tordu. Jordan Jegat, Total Direct Energy est dans le coup tordu. Hello Jordan, bienvenue dans le podcast. Salut à tous. Merci à vous de m'accueillir ce soir. Alors, j'ai un petit truc pour t'accueillir, Jordan. Parce que je t'ai vu faire le Sinjoule dans les bus de la Total Energy, Jordan. Ouais, c'est vrai que je l'ai fait souvent le signe, mais j'écoute pas trop de Joule. Ah d'accord. C'est pour le J. Ah ok. Donc pour le J. Mais alors est-ce que le jour où tu vas en claquer une, parce que ça va arriver très rapidement, hein, t'as tourné autour toute l'année, est-ce que t'as prévu de faire le Sinjoule en célébration? Ah, j'aimerais bien, mais je sais pas si ça passera. Mais j'ai d'autres célébrations en tête. D'accord, ok, bah écoute, on est pressé de voir ça. Je ne suis pas tout seul pour t'accueillir dans le coup tordu, Jordan. Un autre un vrai grand fan de Joule qui est dans le coup tordu, Monsieur Enzo alias Phoenix. Sing Joule ou pas, mon Phoenix? Non, alors j'ai rien contre lui, mais je sais pas. Ouais, toi c'est plus Iron Maiden, les guitares et tout le bordel, quoi. Ah là, je sais quand ça fait beaucoup de bruit que ça crie. Non, écoute, ça va super. Très content d'avoir Jordan avec nous ce soir. Merci beaucoup de ta disponibilité. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Ouais, de ouf. Et il n'aurait manqué ça pour rien au monde. C'est déjà son cadeau de Noël avant l'heure. Monsieur Thibaut, alias Latib, dans le coup tordu. Comment va, mon Thibaut? Ça va, un peu malade, mais Jordan va répondre à cette première question, vu que c'est quelque part une partie de son pseudo. Jordan, première question, la voici et elle n'est pas anodine. Chaussettes basses ou chaussettes hautes? Ouais, chaussettes. Bien joué. Chaussettes hautes. Ouais, c'est une anecdote parce que j'ai un surnom chaussettes basses parce que du coup, en début d'année, je perdais tout le temps mes chaussettes de l'équipe et du coup, elles descendaient. Et j'ai dû me les faire recoudre pour qu'elles soient à ma taille. Donc c'est pour ça, c'est une petite anecdote. Ah. T'as bien bossé ton podcast là, Thibaut, là t'es chaud, là t'es bouillant. Bon, Jordan, c'est son pseudo sur le Discord du J. Voilà, c'est bon. Voilà, là Thibaut t'es en forme. Jordan, donc on enregistre ce podcast le mercredi 4 décembre 2024. Voilà, la question que j'aime bien poser quand on reçoit des coureurs dans le podcast. Aujourd'hui, comment s'est passée ta journée? Est-ce que t'es sorti? Est-ce que t'as fait un entraînement? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ces dernières heures? Ouais, aujourd'hui j'ai fait quasiment 4 heures de vélo. Et j'ai couru aussi 30 minutes, un petit footing, donc c'était une bonne journée. D'accord. Et dans t'as terminé ta saison assez tard, hein, mi-octobre. T'as couru au Japon, un joli top 5 d'ailleurs, et puis une victoire pour la Total Direct Energy avec Emilien Janière. Comment t'as géré la coupure, les vacances et ces dernières semaines? Comment ça s'est passé de ton côté? Du coup, ouais, comme t'as dit, j'ai fini ma saison au Japon. Et après la dernière course, on est resté en vacances là-bas 10 jours avec Mathéo Vercher, Emilien Bonnet et Emilien Janière. Et du coup, on est resté là-bas 10 jours. Et après, j'ai aussi fait le Critérium à Saitama au Japon. Donc ça m'a fait 3 semaines au Japon où j'ai bien profité et relâché vélo. Donc c'était vraiment sympa. Et après, je suis rentré du coup chez moi du côté de Nice. Là, j'ai resté une semaine sans rien faire parce que les vacances au Japon, c'était pas forcément reposant. Et du coup, je me suis bien reposé à la maison pendant une semaine et après, j'ai rattaqué le sport tranquillement avec course à pied et le vélo. Et là, début décembre 2024, au niveau de ta préparation pour l'année 2025, t'es à quel stade précisément? Ouais, là, je suis encore sur les entraînements endurance. C'est vrai que l'année dernière, j'avais repris quand même plus tôt et je me souviens que je faisais beaucoup plus d'entraînement d'intensité ou même de plus gros volume.
c'est vrai que là, je fais beaucoup moins que l'année dernière. Je pense que c'est parce que j'ai repris un peu plus tard et que voilà, je pense que j'ai des objectifs. Mes objectifs vont être vraiment plus tardifs et plus précis, quoi. Alors Jordan, avant de parler de tous ces objectifs plus tardifs et plus précis, on va dérouler un petit peu le câble de tout ce qui s'est passé pour toi ces derniers mois, et on va revenir au début de l'année 2023. Donc t'es à Nantes à ce moment-là, au CICU Nantes Atlantique. On reçoit Pierre Barbier dans le podcast, qui était ton équipier à ce moment-là, et puis on demande à Pierre, qui venait juste d'arriver à Nantes, si dans l'effectif il y a un coureur qui surperforme plus que les autres à l'entraînement, qui l'impressionne. Et donc il nous dit tout de suite, instinctivement, il nous répond Jordan Jegat. C'est un mec qui a le niveau pour aller en World Tour. À quel moment dans cette saison 2023, on va revenir quand même sur cette belle année à Nantes où il y avait un effectif de dingue, à quel moment toi t'as senti que t'allais on va dire changer de dimension et passer dans une autre équipe? Ça s'est joué à quel moment de la saison? En fait, je dirais même que ça a commencé en 2022, quand j'étais avec Louis Barré et Axel Mario, qui eux sont passés du coup chez Cofidis et Arkea Samsic. Et en fait, pendant l'année, je voyais que j'avais un niveau similaire à eux, enfin que je bossais souvent pour eux, etc. Et je voyais que mon niveau s'élevait en les aidant. Et à la fin d'année, j'avais décroché quelques top 20 et une 11e place autour du Doubs. Et j'étais avec des coureurs forts comme Storer ou Philippe Gilbert même. Et je me souviens que c'était une de mes dernières courses de l'année. Et ça m'avait mis en confiance pour la saison d'après, pour ma deuxième saison pro du coup. Et j'avais vraiment bien bossé l'hiver. Et c'est là que j'ai rencontré du coup Pierre Barbier. Et c'est vrai que je m'en souviens, il arrêtait pas de me dire voilà, que je marchais bien à l'entraînement et tout. Quand il me voyait pendant les exercices et tout, il disait non mais c'est impossible que tu restes en Continental, quoi. Et donc la prise de contact avec la Total Direct Energy, il y avait déjà, on va dire, des touches dès 2022. Avec Total, non, j'ai pas eu de touche en 2022. J'avais des petites touches avec d'autres équipes. Et c'est vrai que Total, ils sont arrivés en courant de l'année 2023 et voilà. D'accord. Cette équipe de Nantes, de 2023, il y avait quand même, alors il y a bel effectif en 2022, t'en parlais. 2023, il y avait toi, Ramsus Pedersen, Noah Isidore qui vont basculer en World Tour du côté de Decathlon AG2R. Il y avait un collectif vraiment fort. On a vu même que ça a tiré d'autres coureurs vers l'avant. Maël Guégan a fait sa meilleure saison. Il y a El Joaland, bon, qu'on n'a pas pu voir évidemment à son avantage en 2024. On sait pourquoi et on lui souhaite le meilleur pour 2025. Est-ce que à ce moment-là dans l'équipe à Nantes, je me rappelle, on avait eu ton manager de l'époque, Anthony Ravard, est-ce que vous aviez conscience qu'il y avait vraiment du potentiel et beaucoup de talent dans cette équipe? Ouais, c'est vrai. T'as oublié aussi Nolan Maudo qui est passé bien sûr, à Cofidis. Et ouais, c'est vrai que sur le moment, on se rendait pas forcément compte. Mais c'est vrai qu'avec du recul, en fait, on rivalisait avec les autres continentales, mais on était quand même un groupe plus jeune. Si je prends l'exemple de Aubert ou Roubaix, qui ont des très très bons coureurs aussi, mais voilà, ils ont quand même moins de coureurs jeunes comme on avait avec l'équipe de Nantes. Et c'est vrai qu'on a cette année-là, ils ont fait passer pas mal de mecs au-dessus. Donc on a quand même un bel effectif. Alors la question de merde que je vais te poser, Jordan, parce que celle-ci elle est pas évidente. Un coureur talentueux qui a 20 ans, est-ce que tu lui conseillerais d'intégrer l'équipe réserve d'une grande équipe professionnelle, pourquoi pas la Vendée U, ou est-ce que tu lui conseillerais de prendre des responsabilités comme toi t'as fait, où tu t'es retrouvé avec un rôle de leader à Nantes, en tout cas dans les étapes de montagne, et d'avoir tout de suite d'entrer de vraies responsabilités donc dans une équipe comme le CICU Nantes Atlantique? Pas évident comme choix. Ouais, c'est pas un choix évident. Je pense que là-dessus, qu'on est tous différents, qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises décisions. Je pense que maintenant, comme on le voit, on va prendre l'exemple de FDJ.
ça fait longtemps qu'ils ont leur Continental. Et c'est vrai qu'au final, on voit beaucoup de leurs coureurs qui ne sont pas passés à FDJ, mais qui ont réussi à rebondir dans d'autres équipes. Donc au final, maintenant, même si on est dans une réserve World Tour, ça bloque pas forcément à trouver une autre World Tour, quoi. Je prends l'exemple, il y en a eu des cas avec les Decathlon G2R ou FDJ encore cette année. Donc après, ce qui est bien d'aller dans une équipe libre comme Roubaix ou Nantes, c'est qu'après on est libre d'aller où on veut, quoi. Ça c'est sûr. Oui, puis ça permet aussi. Mine de rien, le Saint Graal reste le World Tour, mais on le voit du côté du mercato cette année. Les équipes qui sont le plus renforcées, c'est surtout des pro teams, hein. Et tu le vois très récemment avec la rupture de contrat de Pidcock. Pidcock va probablement se diriger vers une pro team. Donc en fait, la pro team n'est pas non plus une section qui est dévoyée. Ouais, il y a ça aussi, ouais, c'est vrai. Jordan, donc fin de l'année 2023, t'arrives donc à la Total Direct Energy. À ce moment-là, donc quand tu intègres l'équipe, donc j'imagine que voilà, tout coureur, tu dois avoir un entretien individuel, un entretien annuel. Déjà, comment ça se passe quand t'as un entretien, c'est tu vois Jean-Rodé Berdodo directement ou c'est d'autres membres du staff? Non, quand on arrive à Total Energy, on voit pas Jean-René directement. Jean-René, il est pas là en décembre. Du coup, moi, j'ai signé mon contrat à distance, donc j'ai pas vu Jean-René, mais souvent ceux qui habitent pas loin de la Vendée, ils vont signer au Manoir en Vendée avec lui. Mais non, moi j'ai beaucoup contacté avec Benoît Genezo avant de signer dans l'équipe. C'est le manager, c'est plus lui qui gère le côté sportif. Et on a un entretien avec tous les DS et du coup tous les DS qui sont là et Benoît Genezo du coup. Et alors à ce moment-là, donc tu arrives dans l'équipe, qu'est-ce qu'on te donne comme cap pour l'année 2024 et est-ce que le Tour de France 2024 est déjà dans les discussions à ce moment-là? C'est vrai que je m'en souviens, j'étais arrivé, c'était dans une grande salle et du coup ils étaient 5 ou 6 autour de la table et puis ils m'attendaient, quoi. Donc je suis arrivé là, j'étais tout gêné et tout. Et au final, ils m'ont pas mal valorisé sur mon année 2023 et ils voulaient me pousser un peu en 2024 et voir jusqu'à où je pouvais aller en me testant sur les courses World Tour. Après, sur le premier entretien, forcément, on a parlé du Tour de France parce que c'est la course, quoi. Après, j'étais pas non plus dans les plans et c'est normal parce que j'arrive de Continental et je pouvais pas arriver au rendez-vous et prétendre dire que je voulais faire le Tour de France directement, quoi. Mais on en a parlé et c'est sûr que eux, leur équipe n'était pas faite et si un coureur marche, forcément, ils pouvaient y être, quoi. Ouais, t'as senti, voilà, on te mettait pas la pression pour y être dès la première année, mais il y avait quand même une petite porte ouverte, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Alors après, bien évidemment, ça va s'enchaîner, hein. On va aller au début de l'année 2024. Alors assez rapidement, il y a une première belle performance avec une 6e place sur la 2e étape du Tour des Alpes-Maritimes. Là, il y avait un gros plateau. Moi, je me rappelle de ta réaction à l'arrivée de la course sur les réseaux sociaux. T'avais l'air assez content. Raconte-nous un petit peu la journée, comment ça s'est passé. Et j'ai vraiment l'impression que cette course, mentalement, elle t'a débloqué. Ouais, c'est un peu ça. Cette course m'a un peu débloqué. En fait, pour remettre le contexte, on était allé un mois au Rwanda, du coup, en stage d'altitude avec la Total Energy en janvier. Et après, j'ai repris 2-3 jours après, j'ai repris à la Marseillaise où j'étais malade et ouais, c'était horrible. J'ai subi toute la course et c'était ma première course avec l'équipe. Et quand je suis arrivé au bus, forcément, j'avais honte. J'avais fini dans les derniers de la course, j'avais fini tout seul. Mais voilà, j'avais fini en étant malade. Mais quand je suis arrivé au bus, j'avais l'impression que c'était ma première course pro, quoi. Et je me suis dit merde, c'est pas ça que je veux montrer à l'équipe, quoi. Et du coup, après, sur ma 2e course aux Alpes-Maritimes, forcément, j'étais un peu, même dans tous les cas, j'étais motivé, mais j'étais un peu revanchard dans le sens où je voulais montrer que, je suis pas là pour jouer les fonds de classement, quoi. Donc j'avais les crocs, mais j'étais pas encore en super condition. J'étais plus malade, mais j'avais
pas les bonnes sensations après le stage d'altitude au Rwanda. Et ouais, j'ai un peu subi toute la course. Je me suis accroché quoi. Et au final, ouais, j'obtiens la 6e place, si je dis pas de bêtises, de la dernière étape. Et c'est vrai que c'est un peu, du coup, c'est pas une délivrance, parce que c'est pas la victoire, mais dans le sens où les sensations, elles étaient pas terribles et j'arrive à faire 6e, donc ouais, j'étais content. Ouais, à ce moment-là, tu sens que t'es dans le match. Enzo, t'allais dire un truc? Non, c'est intéressant d'écouter tout ça parce que la course qui va suivre cette 6e place sur le Tour des Alpes-Maritimes, c'est ton top 8 sur la Faune Ardèche classique, pardon, à quelques secondes d'Ayuso. Je crois que c'est 4 ou 5 secondes, là, tu arrives dans le groupe juste derrière. Donc, ouais, vraiment dans le match pour la 5e place. Comment tu estimes ta pointe de vitesse dans des groupes réduits? On voit que tu arrives souvent à faire de belles places. Est-ce que pour toi c'est un point fort que tu aimerais travailler ou comment tu te situes par rapport à ça? C'est vrai que cette question-là, elle me revient souvent parce que avec l'année que j'ai fait à faire souvent des places au sprint, maintenant on me pose souvent la question. Et c'est drôle parce que c'est mon coach mon coach que j'ai depuis cette année, depuis que je suis à Total, enfin depuis fin 2023 du coup, et qui m'a toujours dit, qui m'a toujours fait bosser le sprint, alors que moi j'aime pas ça du tout quoi, bosser le sprint. Et c'est vrai que cette année, en 2024, ça m'a bien servi, donc je peux le remercier. Et ouais, je pense que j'ai une bonne citation pour ça. Je dis souvent, je suis un sprinter des montagnes. En fait, pour moi, je vais pas vite, mais entre grimpeurs, je vais vite, quoi. Alors, une meilleure résistance après des courses difficiles aussi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, je fais pas des trop bons watts sur 10 secondes, mais en fait, je fais les mêmes au début de l'entraînement qu'à la fin de l'entraînement. Je vois mon record sur 10 secondes, il est à Toscane, où je fais 3e, et c'était après une course dure, quoi, en fait. Ouais, du coup, on te catalogue souvent comme un grimpeur, mais tu serais peut-être même plus, du coup, dans la filière du grimpeur puncher. Qu'est-ce que c'est ton effort de prédilection, en fait? Cette année, mon effort de prédilection, je pense que c'est quand même des efforts de 10 à 30 minutes. Donc des petits cols, quoi. Je pense un peu comme il y a au Jura sur un quart d'heure ou des trucs comme ça. C'est vraiment là où je suis le meilleur pour moi et je me sens le mieux en plus. Donc après, c'était mon point fort cette année et je l'ai encore plus bossé pour être bon là-dedans. Parce que c'est vrai qu'avec mon calendrier de course, au final, j'ai très peu de courses avec des cols d'une heure, quoi, en fait. Donc c'était un peu aussi un choix de bosser les cols plus courts, quoi. On revient, Jordan, donc sur Enzo, on parlait à l'instant, sur ce top 8 à la Faune Ardèche. Comment? Alors nous, on a vu surtout les 4 de devant qui sont pas mal regardés. Donc toi, tu reviens donc avec le peloton qui a été amené par les AG2R. On n'a pas bien vu comment ça s'est organisé derrière dans le peloton. Est-ce que avec une meilleure entente, il y avait possibilité de rentrer? Raconte-nous un petit peu, tout simplement ce qu'on n'a pas vu à la télé. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on n'a pas vu ça à la télé, mais dans le col, Ayuso, ils sont sortis à 4 du coup. C'était vraiment les 4 meilleurs de la course. Et après, il y avait un autre petit groupe derrière où ils étaient pareil, 3 ou 4. Et en fait, avec Bardet, on a fait le jump sur eux, on est rentré. Et dès qu'on est rentré dans le contre, plus personne voulait rouler, quoi, alors qu'ils étaient pas trop loin de nous dans la descente. Et du coup, tout s'est regroupé, ça s'est regardé un peu. Forcément, ils reprennent du champ devant. Mais après, ouais, les 4 devant, c'était vraiment les plus forts. Donc, il n'y a pas de regret là-dessus. Mais je pense qu'avec une bonne entente, ça aurait pu tout changer, quoi. Et ouais, donc tu finis 4e au sprint du groupe, d'un très très gros groupe. Alors là, il y avait vraiment, c'était limite un peloton qui arrivait pour se jouer la 5e place. Juste derrière Paris-Nice, donc là c'est la découverte du World Tour. Tu garderas quel souvenir de cette première course, de cette première expérience World Tour? Comment t'as jugé cette semaine-là? Ouais, je vais pas garder beaucoup de bons souvenirs de ce Paris-Nice, mais je pense que ça m'a vraiment servi pour ma saison. Ça m'a un peu débloqué et ça m'a donné aussi un meilleur niveau. Parce qu'en plus, c'était pas du tout prévu que je fasse Paris-Nice. Je l'ai appris 6-7 jours avant. Parce que un coureur s'est blessé et je l'ai remplacé.
Et du coup, au final, ça a un peu, ça m'a mis un pied dans le World Tour et je pense que ça m'a bien aidé aussi pour participer au Tour de France. Mais sur Paris-Nice, ouais, c'était une course, vraiment, ça m'a un peu marqué. C'était presque comme ma première course pro, quoi. Genre, c'est vraiment différent, ça roule beaucoup plus vite, c'est nerveux directement dans le fictif, alors que sur les autres courses pro, il y a pas ça, quoi. Ouais, et puis toute l'ambiance autour avec Thibaut, on avait été voir la première étape pas cette année, mais celle de l'année d'avant. Oui, on voit tout de suite les podiums protocolaires, enfin tout ce qu'il y a autour. C'est ça, le World Tour, ça a une odeur, On sent que c'est la Champions League. Moi, Jordan, j'avais une question à te poser sur le management de la Total Direct Energy. Je reprends une déclaration de Peter Sagan en partant de l'équipe. Il avait expliqué que vraiment les membres du staff étaient vraiment bienveillants avec les coureurs, que limite il trouvait que c'était un peu trop, il avait presque jamais vu ça. Thibaut, bah tiens, tu vas rappeler aussi l'anecdote de sur le Tour du Rwanda, je crois cette année là, avec Jean-René Bernaudot et les vélos de chrono. Oui, Jean-René Bernaudot qui refusait d'avoir un avantage de type matériel face à des équipes qui, elles, sont beaucoup plus désavantagées sur ce type de continent. Donc, c'était honorable en sachant qu'en plus, il avait une équipe avec un plus gros niveau par rapport aux coureurs locaux. Oui, et puis quand on voit aujourd'hui la valeur des points UCI, je veux dire, voilà, c'est un point, c'est un point. Ah, mais c'est tout. Ah oui, non, mais c'est tout à son honneur. C'est toute l'ambivalence du discours de Jean-René Bernaudot qui n'est pas concentré absolument sur les points UCI et qui, lui, vise plus une ligne de flottaison. Parce que Jean-René Bernaudot n'a pas vraiment envie d'être en World Tour pour être au ras du cul et être l'équipe World Tour qui, au niveau des sélections, va être un peu plus baisée. Il préfère être dans cette zone des pro teams qui obtiendront des invitations que d'être en World Tour, d'avoir le Saint Graal, mais de se voir peut-être un peu plus mis à l'écart, même si on pourra peut-être en reparler plus tard. Oui, parce qu'il y a aussi le top 30 à assurer. Donc, l'impression qu'on a en regardant un petit peu, nous comme suiveurs, la Total Direct Energy, d'ailleurs je conseille véritablement à tout le monde les petites capsules sur YouTube, qu'est-ce que c'est bien, mais vraiment qu'est-ce que c'est bien, on voit l'inside, l'intérieur des courses, et quand on regarde tout le staff de la Total Direct Energy, les assistants, les kinés, les DS, le cuisinier, on a l'impression que tout le monde est très calme, très gentil, très professionnel, qu'il y a beaucoup de bienveillance. Toi, Jordan, est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est réel, et est-ce qu'il y a un moment donné dans la saison où tu t'es dit et puis ça arrive, voilà, tu te dis aujourd'hui on n'a pas été bon, on n'a pas respecté les consignes, on n'a pas couru ensemble, ça allait pas, tu t'attends peut-être à te faire un peu secouer, puis finalement pas du tout. Ah oui, ça m'est arrivé souvent, ça m'arrive très souvent même. C'est vrai qu'à Nantes, c'était un peu la même philosophie d'être une équipe familiale et tout le monde est content d'être là. Et c'est vrai qu'à Total, ça reste pareil, quoi. C'est une équipe familiale et voilà, tout le monde est content d'être là et il y a quand même une vraie bonne ambiance, ça se sent et c'est vraiment bien à vivre. Après, c'est vrai que des fois, moi, après les courses, quand ça va pas, j'aime bien qu'il y ait un débrief et que tout soit mis sur la table et que ça gueule un peu, quoi. Qu'on sent qu'il y a de l'envie, et c'est vrai que ça m'a, surtout avec Anthony Ravard à Nantes, j'étais un peu habitué à ça, quoi. Après les courses, voilà, il y avait un vrai débrief, et c'est vrai qu'en arrivant à Total, il y a beaucoup de bienveillance, quoi. Quand tu finis la course, il n'y a pas ce petit débrief où ça gueule, quoi. Ouais, donc limite après ta première course sur la Marseillaise où tu t'es dit oh là là, ça va pas du tout, presque on te l'a pas fait sentir, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça, ouais. D'accord. Bah voilà, on comprend pourquoi les coureurs aiment bien, ont du bien-être dans cette équipe. Il y a un autre moment clé de la saison, Jordan, c'est même le moment clé de l'année 2024 que tu as vécu de l'intérieur, dans quelques années. Malheureusement, quand on repensera à l'année 2024, on repensera à cette chute sur le Tour du Pays Basque qui a amené Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel,
ton équipier Steph Kras et Jay Vine à terre, qui ont été tous les 4 à plus ou moins grande échelle, mais assez gravement blessés. Toi, t'étais dans la course à ce moment-là. Comment t'as vécu? T'étais placé où dans le peloton, et un petit peu, j'ai envie de dire, quel souvenir tu gardes de ce moment-là? Ouais, j'étais autour du Pays Basque et j'étais en 30 ou 40e position, je pense. Et en fait, ça a dû tomber dans les premières positions. Et du coup, quand c'est tombé, je passais en même temps, en fait. Donc, j'ai pas forcément vu l'impact. Et j'ai été un peu secoué, éviter la vague. Enfin, secoué par la route, je veux dire. Mais sinon, j'ai pas vu l'impact. Donc, j'ai pas forcément été traumatisé par ça. Mais c'est plus quand je l'ai revu à la télé, je dis, ah ouais, ça fait mal, quoi. Après, quand la course a été arrêtée, qu'on commençait à entendre des choses et tout, je commençais à avoir un peu peur quand il se faisait des trucs comme ça, et surtout quand c'est neutralisé, on pense toujours au pire. Mais tout le monde au final s'en est bien sorti, donc c'est ce qu'il faut quand même retenir. Du coup, ouais, Enzo. Pardon. Ouais, non, ça me fait penser à une autre question. On a l'impression ces derniers temps que les chutes sont pas forcément plus nombreuses, mais plus graves. Les conséquences sont plus graves. Cette année, l'année dernière, on a vu beaucoup de chutes assez impressionnantes. Il y a certaines causes qui reviennent régulièrement, que ce soit l'état des routes. Alors ça, au Pays Basque, c'est pas la première fois qu'on en entendait parler. Certaines descentes de col qui ne sont pas balisées. On incrimine aussi la vitesse des coureurs dû à un matériel plus léger. Quel regard tu portes sur ça, toi? Est-ce que tu as un avis sur la question? Déjà, est-ce qu'il y a plus de chutes qu'avant ou non? Est-ce qu'elles sont plus graves ou non? Et si oui, pour toi, quelles en sont les principales raisons? Je pense que c'est compliqué, pour moi en tout cas, c'est compliqué de comparer s'il y a plus de chutes ou non, parce que de l'intérieur, c'est compliqué, mais je pense qu'il doit bien avoir des statistiques qui le prouvent. Mais après, de l'intérieur, personne dit ça, mais je trouve que le premier point, c'est aussi nous, sur le vélo, qui devons être plus respectueux les uns envers les autres. Parce que c'est vrai qu'au final, ça tombe quand même souvent à cause des coureurs en premier temps que il n'y a pas assez de place pour tout le monde sur la route et tout le monde veut quand même être le premier. Donc ça tombe souvent à cause de ça, je trouve. Et je pense que c'est surtout ça le point qu'il faut améliorer. Après, oui, je suis aussi d'accord pour l'aménagement urbain, il y en a de plus en plus, donc ça, c'est pas évident non plus. Mais même aussi, surtout, je trouve, des arrivées, parfois, c'est autorisé, alors il y a des virages à 150 ou 200 mètres de l'arrivée. Ça, je trouve ça toujours aussi dingue, mais voilà, je pense que le premier point aussi, c'est le respect entre nous. Après, par exemple, je vois beaucoup de sujets par rapport à la taille du cintre ou par rapport aux pneus, aux trucs comme ça. C'est bien, mais bon, au final, c'est toujours nous qui prenons les risques, quoi. Je veux dire, que tu as un cintre plus petit ou plus large, je pense pas que ça va changer grand-chose, quoi. Donc quand ton vélo aille 5 ou 10 km/h plus vite, si t'as pas le respect et si t'as des mecs qui sont vraiment prêts à tout pour gagner, mais je dis vraiment à tout, ça changera rien. T'auras toujours des golemons qui feront des moves qui malheureusement sont dangereux. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mon point de vue. Ouais. C'est ce que je me dis. Dans tous les cas, si ça tombe plus vite, forcément, c'est plus dangereux. On a plus de chances de se faire mal, mais la cause de la chute, ça reste toujours la même. Après, sinon, il y a un point que je trouve intéressant, c'est de faire comme en Formule 1 et d'avoir tous la même marque de pneus. Après, je pense que niveau sponsoring, c'est quand même compliqué à mettre en place. Mais ça, je trouve que c'est vraiment un bon point pour nous d'avoir tous la même marque de pneus. Je prends l'exemple de la pluie. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Et j'ai déjà roulé avec des marques où c'est compliqué de rouler avec sous la pluie. Et c'est vraiment très dur, quoi. Et tu tombes juste à cause des pneus et toi, tu peux rien faire, quoi. Il n'y a pas une histoire de mettre en place un safety car, là, Thibaut, là, j'ai halluciné ou j'ai vu passer un truc? J'ai vu ça, mais j'ai pas plus creusé que ça, pour t'avouer. J'ai vu passer le truc et c'est le directeur de la course qui avait été interrompue en octobre en Italie, où tous les coureurs s'étaient arrêtés. Je me souviens. Oui. Les Trois Vallées Varesines. Si je dis pas de bêtises. Ah oui. C'est là.
Et donc le directeur de cette course est un de ceux qui militent, on va dire, pour la mise en place d'un safety car. Alors, comment ce serait mis en place? Parce que en Formule 1, quand tu as un safety car, les mecs qui se sont fait prendre un tour ont le droit de se dédoubler. Okay, donc ils peuvent revenir dans le peloton. À quel moment un cycliste en échappée va accepter de rentrer dans le peloton parce qu'un safety car va lui faire rouler? Jamais. Donc, non, c'est pas possible. Donc, j'ai du mal à comprendre l'idée, enfin, de comment ça pourrait être mis en place, mais c'est effectivement une des idées qui est apparue dernièrement. Ouais, surtout que en fait, c'est un peu la seule manière que Tadej Pogačar n'a pas de remporter une course. Donc bon, et encore des occasions supplémentaires. et encore. Jordan, on continue de dérouler le cap de ta saison. Alors là, bah, ça va. Tu vas monter d'un cran derrière avec des performances marquantes. Déjà, est-ce que tu as senti véritablement, toi, au niveau de ta forme, que c'est 2 courses World Tour d'une semaine que tu as enchaîné, donc à la fois Paris-Nice et à la fois le Tour du Pays Basque. Est-ce que tu sens à ce moment-là que t'es en train de passer un cap? Ouais, clairement. Rien qu'après Paris-Nice, tu le sens directement. Enfin, personnellement, je l'ai directement senti. Je me suis dit, ça m'a donné quand même plus de force. Même mentalement, ça m'a donné confiance et aussi, ça t'aide à frotter, à te placer dans le peloton. Parce que si tu te places pas un peu, à Paris-Nice, je me plaçais pas trop. Et au final, tu fais pas la course, quoi. Tu restes derrière et puis tu peux juste rien faire. Donc, tu bosses un peu ton placement, ça roule plus vite. Et ouais, tu sens que tu passes un cap. Et pareil, surtout au Pays Basque, où c'est un terrain qui me convient mieux. Et avec un plateau de grimpeurs, en fait. Donc, c'est ça la différence entre Pays Basque et Paris-Nice, c'est que Pays Basque, ça frotte quand même beaucoup moins. On est entre plus des coureurs grimpeurs, donc c'est quand même plus facile de se placer dans le peloton. Mais ouais, grâce aux courses sur le Tour, c'est vraiment grâce à ça que j'ai progressé pour moi. Donc top 10 sur la classique de Besançon, et là deuxième sur la classique du Jura avec un final d'anthologie, victoire de David Gaudu. Tu termines juste derrière. Alors raconte-nous un peu ce final. Alors évidemment, fallait avoir des jambes, grosse montée, très très raide. Mais j'ai l'impression aussi que t'avais mieux lissé ton effort que les autres et ça t'a permis d'aller accrocher un beau podium. Ouais, c'est exactement ça. En fait, la veille à Besançon, j'avais déraillé au pied et du coup j'avais fait un gros effort pour revenir et je m'étais un peu enflammé quand je suis revenu sur le groupe de contre. J'ai directement attaqué pour essayer de faire la jonction. C'était sur Martinez qui était devant, je crois. Ouais, il y avait Cepeda aussi. Ouais, Cepeda et Angelotti, je crois aussi. Ouais. Ah oui, Besançon, oui, totalement. Ouais. Et du coup, je m'étais un peu enflammé et j'avais fait 10e. Et c'est vrai qu'en arrivant au bus, j'avais compris qu'en fait, fallait que je fasse mieux pour que j'ai la confiance des collègues, quoi. Du coup, le lendemain sur le vélo, je m'en souviens, j'ai tout fait au millimètre. Je pensais qu'à la dernière montée et je suis arrivé bien placé, nickel. Et ouais, j'ai vraiment bien géré ma montée et dès que j'ai vu le dernier kilomètre, j'ai fait all-in, quoi. Parce que c'est paradoxal quand même quand on déroule à peu près ce début de saison par rapport à tes déclarations sur le Discord de Julien Bernard, et du coup ça me rappelle une question que m'a envoyé Corentin pour toi, puisque sur ce Discord tu disais que tu préférais les courses par étapes aux courses d'un jour, et il te demande est-ce que tu comptes viser une course par étape sans contre-la-montre pour faire un bon GC. Et il a une autre question. Malgré tout, est-ce qu'une course d'un jour te correspond bien? Parce que cette année, juste après, la Flèche Wallonne, t'as été particulièrement bien performant. Ouais, c'est... je préfère faire des courses à étapes, c'est ce que je préfère. Après, je suis pas mauvais sur les courses d'un jour non plus, mais c'est les courses à étapes que je préfère. Et si on parle de courses par étape d'une semaine sans chrono, même s'il y en a un, je dirais le Pays Basque. Mais le chrono m'a pas trop handicapé cette année. Au Pays Basque, je crois que j'ai fait 32e de mémoire. Et si c'est des chronos courts, ça va. Puis le chrono, on peut toujours le bosser et s'améliorer.
Mais ouais, le Tour des Pays-Bas, ça serait un bon objectif pour moi. Et sur les courses d'un jour, comme la Flèche Wallonne, c'est vrai que j'ai fait 14e. Mais voilà, je pense qu'aussi il y avait le temps à prendre en compte. Si c'était un temps sec, peut-être que j'aurais pas fait ça. Donc on sait pas, mais peut-être qu'un jour je bosserai plus pour les courses par étapes. Mais en tout cas pour le moment c'est pour les courses d'un jour, excuse-moi. Mais en tout cas pour le moment c'est les courses par étapes qui me font le plus envie, ouais. Parce que justement, j'allais t'en parler, hein, c'est la suite de ta saison, Jordan. La Flèche Wallonne, faut quand même qu'on en parle, parce que ça a été globalement la course la plus apocalyptique de la saison. On se rappelle notamment de Mathias Kelmoseux qui s'arrête. Il est en hypothermie, clairement. Toi, en tant que bon Breton qui se respecte, quoi. En Bretagne, il pleut, mais il fait pas si froid que ça, en fait. Toi, quand t'as vu la météo le matin, et quand tu vois ce type de météo, est-ce que tu te dis, aujourd'hui c'est pour moi? Non, pas du tout. Non, je suis pas forcément fan de la pluie, mais ouais, comme tu dis, je suis breton et je dois quand même respecter mes origines, même si maintenant je suis expatrié sur la Côte d'Azur. Mais voilà, j'ai roulé tout le temps sous la pluie, donc c'est vrai que quand il pleut, je me dis bon bah voilà, ça fait partie de la course, c'est pareil pour tout le monde et faut y aller, quoi. Mais c'est vrai qu'à la Flèche Wallonne, je m'en souviens au départ, en fait, tout le monde avait peur et dans tous les cas, il y aura la course et il faut y aller, quoi. T'as revu la course? Ouais, mais raconte-nous un petit peu ta journée, parce que c'était une aventure, ce game. Hein. Ouais, c'est vrai, c'était une aventure. Je pense que je vais m'en souvenir toute ma carrière. Mais dès le départ, tout le monde avait peur, en fait. Dès le départ, tout le monde avait pris plein de précautions, etc. Je me souviens, au bus, tout le monde mettait de la crème chauffante de partout et tout. Et du coup, moi, j'ai le seul coureur qui a rien mis, que j'avais jamais essayé et je voulais pas essayer sur ma première course World Tour d'un jour. Enfin, sur la Flèche Wallonne, j'avais pas envie de prendre le risque. Du coup, j'ai rien mis et j'ai juste pris de quoi m'équiper s'il pleuvait, quoi. Et voilà, dès que on a eu la chance d'avoir un DS qui était déjà sur le circuit final. Et en fait, pendant le parcours en ligne, on n'a pas eu de pluie du tout. Du coup, on était au sec. Et quand j'ai entendu à l'oreillette, voilà, c'est la tempête sur le circuit final. Anticiper la pluie, parce que c'est vrai que les kawaii c'est pas facile à mettre ni rien. Du coup, moi j'avais déjà le kawaii dans la poche et j'ai mis GABA plus mon kawaii par-dessus. Et après, j'étais prêt pour affronter la guerre. Tu penses que t'étais placé comment? Alors tu termines 14e, comme ton placement au pied du on sait que ça joue beaucoup au placement, hein, la Flèche Wallonne, hein, le placement au pied de la bosse est déterminant au pied du mur de 8. T'étais placé comment et comment tu l'as tout simplement comment s'est passé ton mur? Pour le dernier mur, c'est vrai que dans ma tête, j'étais pas forcément en mode couteau entre les dents, j'étais plus en mode il est temps que ça se termine, quoi. J'étais un peu à bout mentalement et physiquement par le froid. Et en fait, quand j'ai revu mon temps de montée, la course et tout, j'avais quand même pas mal de regrets parce que je me dis avec un bon placement, le top 10 était jouable. Et du coup, je suis arrivé presque dans les derniers au pied du mur et après j'ai bien remonté, mais c'était trop tard, quoi. Mais quand même, ouais, je pense à de belles choses à faire à l'avenir sur cette Flèche Wallonne. Derrière, t'enchaînes avec Liège. Alors, moi, j'ai regardé sur ton Pro Cycling Stat. T'es encore très jeune, hein, mais on t'a peu vu sur des formats supérieurs à 250 km. Je crois que t'en as fait que 2. Est-ce que, on sait qu'il y a un spécialiste de ces courses très longues à la Total Direct Energy. On en avait parlé avec son frère Jimmy Turgis, qu'on avait eu dans le podcast. Hein, c'est Anthony Turgis qui adore les courses longues, comme Matej Moric, un des meilleurs du monde sur ce type de format. Toi, est-ce que c'est 6 heures, 7 heures de course? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes, qui correspond à tes qualités, ou est-ce que tu penses avoir des axes de progression dans ce domaine? Non, j'aime vraiment ça. Après, ouais, je pense que j'ai quand même des axes d'amélioration. Comme tu dis, j'en ai fait que 2, donc c'est compliqué d'arriver au top niveau en courant très peu sur ce format. Après, je pense que par exemple la Bretagne classique, ça m'étonnerait que je refasse beaucoup de fois cette coupe. Mais en tout cas, Liège, j'aimerais y performer un jour, je pense.
Et après, surtout des courses, des classiques comme Saint-Sébastien ou Lombardie, mais je pense que ça doit être un peu moins court, un peu plus court. La Classica, je crois que c'est un bon 250 bornes aussi. Hein. C'est on reste sur des un poil, oui. En temps d'effort, je pense que c'est un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un poil plus court, ouais. Ok, donc on enchaîne. Donc là, il y a un beau podium sur le Tour des Asturies. Ensuite, t'enchaînes. Alors l'équipe n'est pas présente sur le Dauphiné au moment où va débuter le Tour de Slovénie, où tu vas faire encore un joli top 3 sur l'étape Rennes. Est-ce que les discussions pour le Tour de France, est-ce que autant c'était pas trop un sujet quand t'es arrivé dans l'équipe fin 2023, il y avait peut-être une petite porte ouverte. Est-ce que tu sens qu'à ce moment-là de la saison, avec ta forme qui est en train de monter petit à petit, est-ce que tu te dis bah pourquoi pas, et est-ce que au niveau du staff de la Total Direct Energy, est-ce que ça rentre un petit peu dans les discussions? Ouais, c'était déjà en discussion depuis un petit moment, du coup, parce que j'avais déjà fait le stage en altitude en Sierra Nevada. En fait, on était une présélection de 10 coureurs. Ouais. Et c'est vrai qu'en mai, quand on était en Sierra Nevada, je sentais que quand l'équipe me parlait, qu'elle me voyait déjà au Tour de France. Mais en fait, elle me le disait pas. Et il y avait vraiment rien de sûr, quoi. Mais dans leur discours, je comprenais que j'y étais au Tour, mais sans le comprendre, quoi. Donc c'était un peu délicat. Et c'est après le Slovénie que j'ai vraiment su que c'était sûr à 100%. Donc et donc cette fameuse étape où tu vas aller chercher un top 3 au Tour de Slovénie. Alors raconte-nous un petit peu, moi de mémoire, dans le dernier radar, t'es pas loin d'accrocher les meilleurs, et tu vas chercher le top 3, je crois, surtout grâce à une belle descente et puis un beau sprint. Ouais, c'est ça, ouais. Je me souviens je bascule pas très loin. Moi, je crois que je bascule avec la tête. Je me suis fait lâcher au milieu de la montée, et après je suis revenu avec Bilbao, si je dis pas de bêtises. Allez, lui en descente, il faut le suivre. Ouais. Et du coup, j'ai essayé d'attaquer dans la descente, et je me fais contrer par Aleotti de Bora, et il gagne, et du coup, nous, on n'arrive pas à la deuxième place. Ouais, et je fais troisième. Ouais, Narvaez qui finit juste devant toi, et derrière il y a du beau monde, hein. Pipo Zana, Giulio Pellizzari, Bilbao qui a aussi une grosse pointe de vitesse, qui fait 6e, on a Pozzo qui est 7, ton équipier Steph Kras qui est 8e. Enzo, t'allais dire un truc? Non, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Là, sur ce sprint, t'es battu uniquement par Narvaez, et c'est loin d'être honteux, hein, quand on connaît la pointe de vitesse. Oh que oui. Mais par exemple, un Zama est plutôt rapide, Bilbao est plutôt rapide aussi. Donc ça montre quand même que même si ça te plaît pas trop, t'as quand même des petites qualités sur lesquelles tu peux t'appuyer dans ces moments-là. Ah ouais, si. Maintenant, je prends beaucoup de plaisir à faire des sprints. Je disais quand j'ai commencé à bosser avec mon entraîneur, il voulait tout le temps que je fasse des sprints à l'entraînement. Et par contre, là, j'aime moins, mais par contre, les sprints en course, j'adore ça. Surtout quand c'est des sprints. Quand je sprint en général, c'est qu'il reste pas grand monde dans le peloton. Donc là, j'adore. Ouais. En fait, ce que t'aimes pas tellement, c'est pas sprinter. En fait, c'est plutôt le côté frotté, non? Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Ouais. Donc forcément, quand c'est un petit groupe et que c'est épuré, là tu peux davantage exprimer ton potentiel, et donc ton potentiel, Jordan, on va le voir sur le Tour de France. On a eu Eric Boyer dans le podcast il y a 3 semaines qui nous racontait son début de Tour de France 1986, et il nous disait, je peux vous en parler comme si c'était hier. Ton arrivée donc en Italie, tu découvres le rêve de tout coureur cycliste, hein. Je pense que t'as dû revoir le petit, parce que toi on en a pas parlé, mais t'as été issu d'une famille de cyclisme, t'as démarré le vélo, je crois 4 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Donc là, t'as dû parler au petit Jordan qui rêvait, qui se baladait sur les routes en Bretagne, j'imagine, entre Arradon, l'Armor Baden, Vannes, Locminé, enfin tous ces endroits-là. Est-ce que on peut décrire, est-ce que c'est possible de décrire ce que tu ressens quand ça y est, t'y es, et tu vas la disputer, cette course?
Ouais, t'as bien décrit tout ça, hein. Tu connais aussi bien le Morbihan. Ouais, bah, Et, j'y ai traîné quand j'étais jeune, ouais, beaucoup. et ouais, je m'en souviens, j'ai un mec qui m'avait envoyé une affiche de moi pour annoncer que je faisais le Tour de France. Et mon père m'a aussi envoyé des photos de moi quand j'avais 4-5 ans. Et il m'a dit, imagine si on avait dit à ce petit gars qu'il allait faire le Tour de France 20 ans plus tard. Et du coup, c'est vrai que quand il m'a envoyé les photos, waouh, j'ai pris un peu un coup sur la tête. C'est vrai que je me suis posé, je sais pas combien de temps dans les photos et je regardais. C'est vrai que c'est dingue tout le chemin parcouru, tant d'années, etc. Et d'arriver à son rêve, quoi, entre guillemets. Et ouais, c'est beaucoup d'émotions quand même. Quel conseil on te donne dans l'équipe? Il paraît que quand on fait un premier Tour de France, moi j'ai souvent lu ça dans des interviews, il y a tellement, on va dire, d'émulation, d'ambiance que parfois on a peut-être un peu de mal à trouver le sommeil sur les premières étapes, on perd un peu d'influx et derrière ça peut se payer sur la suite du Tour de France. Toi, est-ce que tu as eu un briefing spécial, pourquoi pas peut-être de Jean-René Bernaudot, hein, qui lui peut en parler pour justement gérer ce début de Tour de France? Ouais, c'est tout à fait ça. On a un briefing général un peu sur le Tour de France et un briefing pour la performance aussi en même temps. Et c'est vrai qu'ils prennent un peu tous les points de la course, quoi, et ça en fait partie, tous les à côté. Et même des coureurs expérimentés comme Turgis ou Grelier qui peuvent témoigner de ça, quoi. Et c'est vrai que il y a des soirs, c'est quand même compliqué de dormir avec toute l'effervescence à côté du Tour. Après, voilà, moi j'avais des petites méthodes pour essayer d'être dans ma bulle. Et avec le recul, on va le voir sur la suite de ton Tour de France et notamment la troisième semaine, c'est plutôt quelque chose que tu as bien géré pour une première sur le Tour. Ouais, c'est clair. En fait, au fond de moi, je me suis toujours dit en rigolant, enfin quand les gens me parlaient, je disais toujours en rigolant la phrase ouais, mais je suis un coureur de grand tour. Parce qu'en fait, j'avais jamais fait de grand tour et c'est pour rigoler, quoi, en mode t'es diesel sur des trucs comme ça. Et je disais toujours cette phrase et au final, je pense qu'au final, elle est vraie. Enfin, pour mon premier tour, en tout cas, elle a été vraie parce que j'ai été là pendant les 3 semaines. Donc ça montre que je récupère bien et j'espère que si je fais un autre grand tour, ça sera pareil. Ouais, et d'ailleurs, au niveau de ce Tour de France, bien qu'on puisse faire le parallèle aussi avec malheureusement les années précédentes, est-ce que dans ton type de profil aussi, il n'y a pas quelque part parfois une frustration sur la nouvelle manière de courir des leaders qui vous laissent malgré tout moins de place, parce que on le voit, hein, enfin sur les étapes de montagne, on ne laisse même plus de marge aux échappés et ça devient quand même compliqué d'aller essayer de glaner un succès. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Après voilà, ils sont meilleurs, donc enfin si j'étais à leur place, j'aurais envie de gagner aussi, donc ça se comprend. Mais c'est vrai que pour la première étape de montagne cette année au Galibier, j'avais vraiment tout mis pour être dans l'échappée et je voyais que c'était impossible, enfin que ça sortait pas. Et au bout d'un moment, UAE, ils en avaient carrément marre de laisser faire échapper. Ils se sont mis devant, ils ont roulé et en fait ils laissaient partir les mecs, ils mettaient à leur tempo et dès que j'ai vu ça, bon, je me suis remis dans les roues puis j'ai attendu, quoi. Mais en fait, on savait que c'était peine perdue, quoi. Moi, j'ai l'impression, Jordan, que dans l'équipe à la Total Direct Energy, on a sur ce Tour de France particulièrement bien choisi ses spots. On reviendra bien sûr sur la victoire d'Anthony Turgis, Matteo Verchet qui termine deuxième d'une étape où tu étais présent également dans l'échappée. J'ai l'impression que stratégiquement on va dire très bien réparti ses forces. Ouais, c'est clair. Et en fait, ça a commencé bien avant ça. C'est vrai que avant le Tour, niveau préparation et tout, il y a des trucs que je comprenais pas et voilà, je faisais souvent remonter des infos que je comprenais pas, pourquoi ça, pourquoi si. Et on m'a dit non, mais t'inquiète, l'objectif c'est juillet, etc. Et on me rabâchait souvent ça. Et voilà, après le tour que j'ai fait, je me souviens, la soirée du Tour, je suis allé voir du coup Maxime Robin, c'est le directeur de la performance. Et je lui ai dit bon désolé de t'avoir cassé les pieds et merci, quoi. Non, mais pour revenir justement à cette étape où Matteo Verchet va chercher une très belle place,
Bon, la question elle est un petit peu provocante et un petit peu drôle. Ça fait quoi d'avoir niqué Van Aert et la Visma sur ce type d'étape où théoriquement ils devaient pas la louper? Ouais, c'était vraiment bien, hein. Franchement, déjà on était 4 dans l'échappée et je sais plus comment on était, mais on était quand même la meilleure équipe représentée là. Donc c'était vraiment satisfaisant. Et en fait, du coup voilà, on voulait tous prendre chacun coup après coup. Et c'est Matteo qui se retrouve devant. Et quand on a vu qu'il était avec Campenard et Katowski, voilà, nous derrière, tout le monde regardait Van Aert et nous, on était 3 du coup et on essayait de casser tous les relais et tout. Et quand on voyait Van Aert parce que du coup c'était plage qu'elle arrivait, et quand on voyait Van Aert dès qu'il mettait les mains en bas, tout le monde mettait les mains en bas. Ben en fait c'était sûr que ça allait au bout quoi. Nous on roulait plus et Matteo il allait chercher son podium. Ouais, puis enfin, il y avait quand même des espoirs dans l'équipe il a cherché parce que, enfin, hormis les aficionados qui l'ont un peu côtoyé du côté amateur, ceux qui le connaissaient savaient qu'il avait quand même une petite pointe de vitesse. Ouais, tout à fait. Et puis Matteo c'est un mec quand même malin et qui lâche rien, donc ouais, on peut lui faire confiance. Moi, Jordan, je reviens sur ce que tu disais juste avant, donc avec le directeur de la performance de la Total Direct Energy qui, véritablement avait surpréparé l'équipe pour ce Tour de France. Il y a eu pas mal de critiques envers l'équipe. Alors pas de nous, hein. Nous vraiment on respecte les mecs qui sont sur le vélo. Voilà, on sait que chacun fait son métier du mieux qu'il peut et voilà, moi je trouve que c'est le dernier. On peut éventuellement critiquer une stratégie ou du management ou voilà, mais voilà, pour moi un mec qui est sur un vélo et ça Thibaut et Enzo, on est tous d'accord. C'est à partir du moment où il se comporte pas comme un gros con, c'est bien évidemment total respect. Est-ce que à un moment donné, il y avait pas mal de critiques autour de l'équipe. Est-ce que vous avez est-ce que toi, quand t'allais vers ce directeur dont tu nous parlais, qui disait mais pourquoi on fait ci, on fait ça, est-ce que il y avait pas aussi peut-être un peu une réaction à se dire voilà, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, où tu comprenais pas forcément ce qui était en train de se passer et bon après sur le Tour de France t'as compris. Est-ce que ça a un peu piqué l'équipe? Les critiques sur les réseaux, tu veux dire? Ouais, ou de manière générale, même quelques journalistes un peu je parle pas forcément que des réseaux sociaux. Non, je pense pas. Je pense que voilà, comme vous avez dit au début de l'interview, Jean-René, il a son discours et on le respecte quoi, à l'image du Tour quoi. On essaye de courir pour gagner et pas pour les points UCI. Après, je pense que beaucoup de gens ont du mal avec cette idée. Mais voilà, c'est son idée et c'est pourquoi on court. Mais comme il l'a dit aussi après le Tour de France, une victoire sur le Tour vaut toutes les victoires dans l'année, quoi. Donc c'est tout à son honneur. Après, c'est vrai qu'on a été beaucoup critiqué par le manque de nos résultats. Mais voilà, on a comme une bonne ambiance dans l'équipe et vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, on va dire. Oui, puis moi c'est la réflexion que je me suis faite, hein, c'est que au niveau du grand public, hein, je parle pas au niveau des fans de vélo, je parle au niveau du très grand public. Bah finalement, le Tour de France est tellement écrasant qu'il vaut mieux. Attention, je sais que ceux qui écoutent le coup tordu, je vais dire un truc qui va choquer certaines personnes parce qu'il y a que des fans de vélo qui nous écoutent, mais auprès du très grand public, vaut mieux avoir sorti la saison de la Total Direct Energy que la saison d'AG2R. Tellement une victoire sur le Tour de France, ça écrase le truc. Et voilà, un sponsor, il est là aussi pour avoir une visibilité en termes populaires. Alors Jordan, on est obligé de revenir quand même sur cette deuxième étape. Tu termines 11e, tu prends l'échappée. À un moment donné, faut quand même s'en rappeler. Hein, tu te retrouves, il y a un groupe de 5. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Richard Carapaz, Remco Evenepoel, Jordan Jegat. Qu'est-ce que quand tu te retrouves avec les 4 là, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans ta tête? Ouais, il faut trouver l'intrus là. Ouais. Non, mais non, bah si t'es là, c'est que tu le mérites, hein. Mais bon, on peut difficilement faire mieux comme casting. Ouais, c'est sûr. Bon après, faut remettre les choses dans le contexte. Hein. Moi, j'avais lâché de l'échapper et il me reprenait juste sur l'arrivée. Mais bon, ça sur Pro Cycling Stats, on ne le voit pas. Mais voilà. Voilà, exactement.
Mais voilà, j'ai lâché de l'échappée et ils m'ont repris, Pogacar et Vingegaard m'ont repris, je dirais, à 3-4 km de l'arrivée. Et en fait, quand j'ai lâché de l'échappée, j'ai dit direct à l'oreillette, parce que je savais que ça revenait fort, j'ai dit direct à l'oreillette, donne-moi les infos quand ils arrivent, quoi. Et en fait, il s'est garé, il a mis le chrono, et il m'a dit, ils sont à 20 secondes de toi. Donc à partir du moment où il m'a dit ça, j'ai quasiment arrêté de pédaler, j'ai repris toutes les forces que je pouvais, et quand les 2 motos sont passées, j'ai fait un sprint et je me suis calé dans la roue. Et je me souviens encore regarder mon compteur et voir que j'étais à la PMA dans la roue. Je me suis dit, vivement que ça se termine. Et après, Remco et Carapaz nous ont repris juste sur la fin, quoi. Ils sont tellement impressionnants. Là, ils sont effort max, mais ils s'échangent des petits mots, des regards, des trucs. T'as plus, j'imagine. Bon, toi, t'as fait une échappée de 180 bornes par 40 degrés. Donc, est-ce que t'as quand même est-ce que t'arrives quand même à percevoir des petits trucs dans cette rivalité qui les oppose? Ouais, tu vois la même chose qu'à la télé, en fait. Tu remarques directement, j'ai remarqué que c'est Pogacar qui passait les plus gros relais, quoi. En fait, quand Vingegaard il passait, je me reposais un peu, puis Pogacar, quand Vingegaard passait, il passait beaucoup moins fort. Et dès que c'était Pogacar qui passait, il relançait, il en remettait et tout, et c'était moins drôle. Mais ouais, on sentait que Pogacar, il disait à Vingegaard, vas-y plus fort, quoi. Et il faisait des petits gestes et tout. Et ouais, ça se ressent en direct. Donc, mais ça, c'est pareil. Je pense qu'à la télé, c'est la même chose. On voit que c'est Pogacar qui veut toujours y aller, quoi. Oui. Après, tu vois, voilà, t'étais le premier spectateur, hein, t'étais à 1m2, mais c'est vrai que c'est pas forcément, quelque chose qu'on va percevoir forcément de la même manière que toi. Ouais, surtout que, Vingegaard, elle est plus dans la position défensive à ce moment-là que de collaborer avec Pogacar. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu son style de course aussi, très calculateur, toujours basé sur le plan, on va dire, et on l'a vu aussi notamment sur l'étape de 3, lorsqu'il ne veut pas rouler avec Evenepoel, et du coup avec l'étape de 3, Vincent, ça peut nous faire rebondir sur la prochaine question. Bah bien sûr, Jordan, raconte-nous. Alors Anthony Turgis qui va vous chercher une victoire historique. Vous l'aviez coché cette étape. Est-ce que j'ai envie de dire, Anthony, il a été un petit peu à l'image de l'équipe sur la saison, c'est-à-dire assez discret toute une partie de la saison. Lui aussi critiqué encore une fois, pas par nous, hein, mais voilà, il y a quelques critiques qui sont sorties. On a l'impression que vraiment il est resté vraiment tranquille et il avait prévu son pic sur le Tour de France. Ouais, je pense que c'est un peu ça, hein. Après, Anthony, il a déjà fait des très très grosses performances, donc je pense qu'il pouvait se le permettre. Mais pour revenir sur l'étape de 3, c'est une étape dont j'avais un peu peur. J'avais pas envie que mon Tour de France s'arrête là, alors que je savais que pour moi c'était très compliqué de performer sur cette étape, donc j'y allais pas du tout avec les mêmes convictions qu'Anthony. C'est vrai que moi j'y allais un peu avec la peur. Et ouais, Anthony, je m'en souviens, la veille j'étais marqué parce que même au repas, il était là, il regardait tout le temps sur VéloViewer les plans, les virages, les secteurs, etc. Pareil, le matin, il était dans sa bulle, il faisait que ça, regardez. Je pense qu'il avait fait tout le parcours sans avoir couru, quoi, sans avoir roulé sur le circuit. Donc il était vraiment dès la veille, tu l'as senti véritablement focus pour aller chercher cette étape. Toi, à quel moment t'es derrière, t'apprends à l'oreillette que c'est fait? Comment ça se passe comment on vous informe dans ces cas-là? Ben nous, du coup, on était quasiment pour la plupart dans le groupe Eto, on était 4, je crois. Et en gros, moi, l'oreillette, elle marchait pas. Et j'entends un spectateur qui me dit vous avez gagné. Et je me dis bon, ça doit être pour quelqu'un d'autre du peloton, quoi. Et j'entends un deuxième vous avez gagné et tout. Et je dis bon, je sais pas, ça doit être une équipe française, quoi. Et après, j'entends Anthony a gagné, Turgis a gagné, mais ouais, tous les 10 mètres, quoi. Et du coup, à partir de là, on a compris. Jusqu'à l'arrivée, tout le monde nous applaudissait et tout. Alors, tout le monde nous applaudissait jusqu'à l'arrivée, nous disait ouais, vous êtes les meilleurs et tout. Alors pour l'anecdote, j'ai fait
une reco en vue de chrono et on a sur le tour et on m'a dit Total, vous êtes nuls. Et du coup 2-3 jours après, tout le monde nous applaudissait quoi. Ouais, non, ouais, de belles, ouais. Non, bah c'est sur le vécu personnel de ce type d'étape. On sait que c'est parfois critiqué. Toi, comment tu les vois, ce nouveau type de format, on va dire. Bon, c'est pas du pavé, c'est du gravier. T'es plutôt pour, plutôt contre, et au niveau de l'appréciation personnelle, tu t'en passerais ou bon, bah tu le fais volontiers. Ouais, moi je m'en passerais quand même. Après voilà, c'est compliqué de critiquer quand ton équipe a gagné dessus. Mais c'est vrai que moi c'est pas mon point fort et bah voilà, maintenant avec l'effervescence du gravel et tout ce qu'il y a autour, je trouve ça un peu dommage de mettre toujours du gravier sur le tour quoi. Après voilà, il en faut pour tout le monde donc pourquoi pas. Ensuite, Jordan, sur le Tour de France. Alors on va véritablement te voir sur l'étape 17, 18, 19, 20 et même le dernier chrono où tu réalises une belle performance. Donc tu vas être omniprésent sur la 3e semaine. Est-ce que c'était un plan de base on va dire d'essayer d'en garder pour vraiment la toute fin de Tour de France, et après 2 semaines de course, où en était, voilà, comment tu jugeais ton évolution au fil du tour? Est-ce que t'étais surpris de la récupération, parce qu'on rappelle que c'était ta première course de 3 semaines? Ouais, c'est vrai qu'au début du tour voilà, on avait les dirigeants voulaient tout le temps que je me repose au maximum, etc. Et en fait, dès que c'était des étapes qui n'étaient pas pour moi, j'avais la chance de pouvoir rester tranquille et pas être au service du collectif quoi, en fait. Donc c'est vrai que sur certaines étapes, je pouvais vraiment bien pas me reposer, mais bien m'économiser, on va dire. Et c'est vrai que c'était vraiment un privilège et grâce à ça, j'ai aussi pu garder des forces pour la dernière semaine. Et après, ouais, moi, je me sentais bien, en fait, mais c'est compliqué quand c'est son premier grand tour, de savoir un peu où on se situe. Mais c'est plus quand j'entendais les collègues se plaindre, etc. Et moi, je trouvais que pour mon cas, ça allait encore. Donc, c'est à partir de ce moment où je me disais, que je voyais aussi sur le vélo que ça répondait bien et qu'il y en a qui commençaient à être moins bien, quoi. Il m'est arrivé pareil sur le marathon de Paris. Voilà, je raconte 2 secondes, mais un 25e kilomètre, un mec qui me dit rassure-toi, t'as mal aux jambes. Je dis non, je suis super. Et du coup, ouais, ça m'avait donné du boost pour la suite. Voilà, petite anecdote qui servait à rien. Et donc tu enchaînes derrière. Alors est-ce que moi c'est aussi une question que j'aime bien poser sur l'étape de Saint-Paul 3 Charteau. Voilà, super dévolu. Tu vas aller chercher un top 10. Tu vas finir en 9e. Est-ce que tu cherches un petit peu l'information le matin? J'imagine que tout le monde fait un petit peu ça, à savoir quelle va être la stratégie des UAE, aussi un peu des Visma, pour savoir si ça va rouler ou si ça va pas rouler. Est-ce que voilà, il y a des petits tips, des petits tips, des petites infos? Est-ce qu'il y a des mecs qui bluffent? Comment ça se passe? Non, c'est vrai que sur ce point-là, on sait pas grand-chose. On est comme vous, on peut juste regarder sur les réseaux. Après, c'est vrai que moi, perso, je me faisais pas trop de schéma. J'essayais toujours d'aller devant parce que dans tous les cas, au pire des cas, les meilleurs te reprendront, quoi. Et t'es toujours mieux devant que dans le TGV du AE, quoi, derrière. Donc là, tu vas faire une belle 9e place. Tu vas prendre une échappée également, où tu vas terminer 20e sur l'étape de Barcelonnette, 29e à Isola 2000, 33e à la Couliole, et puis 32e à Nice, 28e au classement général. Quand tu franchis la ligne sur le chrono de Nice et que le Tour de France s'arrête, qu'est-ce que l'émotion par rapport à cette première étape du Tour de France? Parce que y être, c'est bien. Le terminer, c'est encore mieux. Est-ce qu'il y a eu un moment déjà dans le Tour de France où tu t'es vraiment trouvé en difficulté et tu t'es dit, à un moment donné où t'as pensé que t'allais bâcher? La première étape. Mais j'ai pas pensé à bâcher. Mais voilà, la première étape, c'était l'étape la plus dure pour moi. Ouais, c'est la seule fois où j'ai fini dans le groupe Eto, en fait.
j'étais vraiment nul. Genre, je pense qu'avec tout, j'étais pas stressé, mais avec tout le stress que ça entoure le Tour de France, l'effervescence, l'émotion, tout ça, et voilà, d'être motivé comme un cadet, de vouloir prendre l'échappée à tout prix, de tout mettre et tout, bah ça fait un peu effet boomerang, et je me suis retrouvé dans le groupe Eto, et ça roulait, je trouvais que ça roulait encore vite dans le groupe Eto, et je me suis dit bon bah super, le rêve il aura duré une journée, ça va être ça pendant 21 étapes. Je commençais à me dire des trucs comme ça, je me suis dit bon bah voilà, je vais faire des échappées publicitaires tout seul devant le peloton, je me disais que des trucs comme ça quoi. Et au final dès le deuxième jour voilà, j'ai kiffé donc voilà. Et donc Qu'est-ce qui t'a poussé cette première journée à aller de l'avant sur la deuxième? Oui et non, parce que j'avais déjà envie de le faire dès la première étape. Donc j'ai refait pareil à la deuxième qu'à la première étape, mais à la deuxième j'ai réussi à prendre les bons coups et la journée a été plus tranquille dans le peloton. Je pense que tout le monde était un peu cramé de la veille aussi. Donc tu vas il va y avoir une belle fin de saison. On en a parlé tout à l'heure, un top 5 au Japon. Tu vas refaire un top 3, deux top 3 même, hein, une sur une étape du Tour du Luxembourg, une autre sur une classique en Italie. Donc là, j'imagine que t'as à nouveau un entretien comme t'avais eu quand t'arrives à la Total Energy où tu revois un petit peu les boss. Est-ce que on te fait comprendre, déjà je pense que cet entretien a eu lieu, que t'as été au-delà des objectifs et que t'as rempli plus de cases que ce qu'il y avait à cocher pour ta première année? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ils m'ont félicité pour cette année et que voilà, c'était prometteur parce que j'ai quand même fait 76 jours de course cette année où j'ai quand même été régulier sur l'ensemble de la saison. Donc voilà, maintenant ils espèrent que je fasse encore mieux la saison prochaine et avec un meilleur statut dans l'équipe et mieux accompagné quoi. Ouais, c'est la question que j'allais te poser parce que pendant longtemps, il y a eu le projet à la Philippe, à la Total Energy, donc voilà, il vient pas, et donc, vu la saison que t'as faite, forcément, tu sens ton statut va un petit peu évoluer, même changer dans l'équipe et tu vas porter le brassard tu risques de porter le brassard sur certaines courses et tu fais partie vraiment des tauliers qui vont porter cette équipe peut-être un petit peu plus tôt que ce qu'ils avaient imaginé. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit à l'entretien. Après voilà, c'est venu aussi naturellement pendant la saison. C'était souvent moi qui faisais un bon résultat quand c'était des courses usantes, donc c'est venu aussi un peu naturellement et voilà, ils avaient aussi envie de me le faire comprendre qu'il allait avoir un peu un changement pour mon rôle, avec le passage hivernal quoi. Est-ce que finalement c'est pas là que le plus dur commence? Souvent, réussir, créer un peu la surprise. Je vais pas dire c'est facile, c'est jamais facile, c'est dur, mais parfois confirmer ça peut l'être un peu plus. Ah ouais, ça c'est clair, je suis d'accord. C'est en plus j'ai une citation pas mal. C'est le plus dur, c'est pas d'atteindre son rêve, c'est de rester au sommet entre guillemets. Et c'est vrai que même quand j'ai fini le Tour de France, en fait, tu te reposes un peu sur tes lauriers, et tu dis ouais voilà, ça y est, je l'ai fait. Et non, c'est pas fini, faut se remettre au travail et toujours en vouloir plus quoi. Et c'est vrai que c'est plus facile de surprendre les gens que de confirmer quand on a des attentes sur soi quoi. C'est vrai que je sais que l'année prochaine je serai beaucoup plus attendu que cette année, donc ça va être plus dur de donner satisfaction quoi. Quelles étaient tes sensations sur la classification de Sébastien et après sur le Tour du Limousin, à peu près 3 semaines après le Tour de France? On connaît ce phénomène de surcompensation après une course, notamment un grand tour de 3 semaines, où le corps est vidé complètement de son énergie et entre 10 à 15 jours après, on retrouve une sorte de second souffle où on est même peut-être plus fort encore qu'au départ de la course que le Grand Tour auparavant. Est-ce que toi, tu as senti ces effets-là ou pas spécialement? Ouais, si, carrément. En plus, après le Tour de France, j'ai coupé 7 jours complets où j'ai vraiment rien fait, ou un coma peut-être. mais ouais, après qu'une fois que j'ai repris, bon, c'était quand même très compliqué de retrouver des sensations la première semaine d'entraînement.
C'était vraiment dur de réveiller le corps, hein, qui était vraiment mis en off pendant la semaine de coupure, quoi. Et nerveusement, c'était dur de se remettre dedans. Mais une fois que j'ai réussi à bien me remettre dedans, c'est vrai que bah tu sens vraiment que t'es un autre coureur, quoi. Vraiment, c'est fou. Genre du coup, pour prendre la Classica, qui était ma reprise, bah voilà, j'avais peu d'entraînement et j'étais quand même déjà à un bon niveau. Enfin, ça m'avait étonné d'être déjà à ce niveau-là avec si peu d'entraînement. Enfin, même si je viens de faire le tour avant, je veux dire, j'avais quand même coupé une semaine, très peu roulé avant et d'arriver à ce niveau-là directement. Et après, quand j'ai fait le tour du Limousin, j'étais vraiment très fort, quoi. Je me suis dit, ah ouais, la vache, si c'est comme ça jusqu'à la fin d'année, ça va être top, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, du coup. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Vous alliez dire un truc, Thibaut Enzo? Non, j'écoutais, j'ai rien. Bon, et ben Jordan, on va terminer ce podcast justement avec l'année 2025 qui se prépare. Alors on va pas te demander évidemment si tu sais si la Total Energy va être sur le Tour de France ou pas sur le Tour de France. Nous on s'est déjà exprimé là-dessus dans le podcast, hein, même si bien évidemment on adore la Uno X et la Tudor. On l'a déjà expliqué. Moi de mon point de vue personnel, ça sera un meurtre contre le cyclisme français de ne pas sélectionner la Total Energy sur le Tour de France après tout ce que Jean-René Bernodeau a fait pour le vélo français. Ça serait, puis en plus vous l'avez mérité avec la victoire d'Anthony Turgis sur le Tour 2024. Donc c'est pas pour dévaloriser les autres, mais voilà, c'est juste du bon sens. Et moi je pense que ça va le faire. Mais malgré tout, Jordan, est-ce que cette incertitude pour la planification pour le Tour 2025, est-ce que c'est quelque chose qui perturbe le programme de préparation ou pour l'instant vous calez un programme d'entraînement comme si vous faisiez le Tour de France? Non, ouais, faut faire comme si on était pris, hein. Faut vraiment travailler comme si c'était bon. Même si ouais, je pense pareil que toi, hein, on n'est jamais sûr à 100% de le faire. Après, Total Energy, ça fait des années qu'ils dépendent des invitations, donc je pense qu'ils travaillent toujours comme ça et on va continuer à faire pareil cette année et on va s'entraîner pour. Et puis si on n'est pas pris, bah voilà, ça sera triste et on sera prêt pour d'autres courses, voilà. Si vous n'êtes pas prêts, on va faire une pétition, un siège devant ASO, on va les remuer tout ça. T'étais à la cérémonie de présentation du Tour de France en rentrant de tes vacances au Japon. On t'a vu du côté de la Porte-Maillot. Quand t'as vu le parcours du Tour, les premières impressions, les premières pensées qui te sont venues à l'esprit en le découvrant comme ça instinctivement? Déjà, j'ai pensé au passage en Bretagne, forcément. Forcément. Après, je me suis dit aussi, à un moment donné, il y a une longue... Enfin, les 10 premières étapes du Tour, il y a quasiment pas de montagne, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis dit, ah ouais, ça va être long. Et après, ouais, tu penses à des cols mythiques comme le Ventoux, pour moi, et encore le Tourmalet. Mais ouais, et puis aussi, il va avoir le record d'étapes avec le plus de dénivelé. Donc voilà, c'est ce que je retiens. Tu t'es pas dit en voyant la première semaine où il y a quand même il y a quand même des petites bosses, des petits pétards, on sait que t'as un bon punch. Tu t'es pas dit qu'il y avait quand même des petits trucs, sympas à faire? Non, ouais. Non, j'ai pas pensé à ça, mais ouais, c'est peut-être. Après, c'est vrai que j'ai un bon punch, mais est-ce que je l'ai aussi sur le Tour de France? Bah, c'est un Pogacar, quoi. C'est ça la question. Oui, la question c'est est-ce qu'il voudra tout croquer ou pas. Les gars, Thibaut, Enzo, vous avez encore des petites questions avant qu'on laisse Jordan aller se reposer? Bon, sur le Tour, tu me l'as piqué. Moi, je vais finir par une petite question. Jordan, visiblement, tu as du temps libre parfois et tu es un adepte de Black Ops 6. Est-ce qu'on partage ton PSN? Ouais, si vous voulez, ouais, pas de souci. Eh ben, on va le mettre en lien alors. Enzo? Ouais, une petite dernière question pour la saison 2025. Tout à l'heure, tu nous disais, tu as plusieurs fois cité le Tour du Pays Basque comme une course par étape d'une semaine qui te convient et qui te plaît. Est-ce que aujourd'hui, tu as déjà en tête de viser un potentiel top 10 sur cette course en 2025 ou sur une autre course par étape d'une semaine? Ouais, sur le Pays Basque, forcément, hein,
c'est une des courses que j'ai préférées cette année au calendrier. Après, je pense que l'équipe elle attend aussi de moi des résultats sur Paris-Nice. Donc je pense que Paris-Nice et les Pays-Bas, ça va être mes deux gros objectifs du début d'année. Mais c'est vrai que moi, même si Paris-Nice c'est une très belle course, je pense que ma course préférée, ça reste le Pays Basque. Donc en fait, par rapport à l'année dernière, on va dire fin de saison tardive, donc programme de préparation, on va dire un petit peu décalé. Et donc l'objectif, c'est véritablement d'arriver, on va dire, tout début du printemps avec un premier pic de forme. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, c'est ce qu'on va te souhaiter. Jordan, moi j'avais une petite dernière question. Là, on va aller voir très très loin. Est-ce que un jour une aventure dans une équipe étrangère, c'est quelque chose que tu aimerais connaître dans ta carrière, ou de manière optionnelle, ou c'est pas forcément dans tes objectifs ou dans tes rêves? Non, ouais, c'est vraiment une envie pour moi. Après, pour le moment, je suis très bien à Total Energy. Je me sens très bien dans l'équipe, donc pour le moment, j'y pense pas. Mais c'est vrai qu'en passant pro, je m'étais dit, ouais, c'est un peu un passage obligé d'aller à l'étranger pendant une carrière. C'est vrai que ça fait apprendre une culture différente du vélo, une approche différente, puis une culture aussi différente elle-même. Si c'est pour parler dans un autre langage, etc., ça me plairait vraiment d'être en immersion dans une autre culture, quoi. Bon. Merci infiniment, Jordan. On va rappeler, t'es Jordan Jegat. On te retrouve sur Instagram où t'es actif, t'es présent. On peut suivre tes aventures. T'étais avec Alexis Fort-Prost, qui t'a accompagné cet après-midi là sur ta sortie. Ouais, c'est ça. Alexis Fort-Prost et Alain Joussom de Total aussi. Ouais, il est pas mal le petit Alexis monté là, ça grimpe bien. On rappelle aussi que comme t'étais à Nantes en 2023, il y a toujours tes cartes qui traînent également sur Side Limit qu'on peut trouver sur le marché secondaire. T'es présent sur Strava aussi. Ouais, tout à fait. Ok, donc on peut suivre aussi tes aventures sur Strava. On va te souhaiter bien sûr le meilleur pour 2025. Et puis alors, dès que t'en claques une, parce que finalement c'est ce qui a manqué à ton année 2024, et j'imagine que voilà c'est l'objectif prioritaire en 2025, c'est au moins en claquer une. Dès que t'en claques une et que t'as 2-3 minutes derrière, tu viens nous raconter ça dans le podcast? Carrément, on fait ça. Bon, top. Merci infiniment, Thibaut Enzo. Un petit dernier truc. Du coup, on se donne rendez-vous pour le prochain podcast vers la faune et la dromage d'art classique, quoi. Ouais. Ou après Paris-Nice. On va se retrouver à ce moment-là, Jordan. Courant avril pour le Tour du Pays Basque. Par exemple. Le plus tôt possible. Bon, allez, février, alors, c'est parti. On se retrouve très très vite et voilà. Et merci infiniment encore, Jordan, pour le temps que tu nous as accordé. C'était un vrai kiff de t'avoir dans le coup tordu. Pour nous, c'est notre cadeau de Noël avant l'heure. Merci beaucoup, Jordan. Ouais. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci, plaisir partagé. Ciao. Ciao les amis, je vous rappelle que le coup tordu, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Déjà Thibaut, vous le retrouvez sur son compte Twitter, Thibaut Chambre, Enzo alias Phoenix, alias analyste Phoenix, et puis le coup tordu, présent partout, Twitter, Facebook, Instagram. On est présent sur TikTok. Alors je sais pas encore quel sera le prochain épisode du coup tordu. J'ai lancé 2-3 petites invitations. On va vous préparer bien évidemment des épisodes mercato. J'aime pas trop faire les épisodes mercato un petit peu trop tôt parce que voilà, ça bouge encore dans les équipes. On enregistre le 4 décembre. Aujourd'hui, il y a encore eu des transferts avec Pidcock qui quitte Ineos pour probablement aller à la Q36.5, même si c'est pas encore officiel. Donc voilà, je trouve que faire des podcasts en octobre, en novembre, ça n'a pas vraiment de sens. Je trouve que c'est la bonne période, c'est mi-janvier. Puis bien évidemment, il y a pas mal de choses qui se passent. On a un petit peu fait les lanceurs d'alerte autour du monoxyde de carbone et on voit que ça bouge dans tous les sens. Bon les gars, on reparle de tout ça dans le prochain podcast. Ça marche. On reparle ça dans le prochain podcast et en attendant, les auditeurs peuvent toujours, s'ils ont une PlayStation, ajouter Jordan 769 pour lui mettre des headshots. Eh ben c'est parti. Merci à tous. Ciao les amis. Ciao. Salut à tous.